On est dans le Cap Finistère, ça voile hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un vent établi à 35 nœuds, des rafales presque 40. Le bateau est bien, le skipper est bien, tout le monde va bien. Petit moment de repos avant de passer le rail des cargos. J'en peux plus. Ah, je suis dépité là, j'en ai marre de cette pétole de merde. Oh, j'ai même plus envie de faire le bateau quoi. Ça m'énerve. Ça fait plaisir d'avancer, vous imaginez même pas. Je m'appelle Bertrand Fourmont, je suis skipper amateur en catégorie IRC et je suis sur le bateau Team Poussouane, le bateau Poussin, et le nom de course pour la Cap Martinique Alpha IS Eleco. Je fais de la voile depuis que je suis tout jeune, mais d'abord commencé par la planche à voile, ensuite le dériveur, et puis après je suis venu dans la voile de croisière. Et pendant pas mal d'années, j'ai fait de la croisière avec des bateaux habitables. Et mon envie de compétition était toujours présent. Donc, quand j'ai été au contact avec Romain Attanasio, que je sponsorise, un skipper du Vendée Globe, eh bien, ça m'a redonné l'envie encore plus de faire de la compétition et je me suis remis à la régate. Depuis que je navigue, j'ai toujours eu envie de faire une traversée atlantique. Ça, c'était pour moi le Graal de faire une traversée atlantique. Donc je m'étais dit, dès que j'aurai un bateau suffisamment gros, j'irai faire la traversée atlantique. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une course, une traversée atlantique en course? Voilà, donc j'ai commencé par la Transquadra en traversée atlantique. Et du coup, l'envie de solitaire, l'envie de tout maîtriser tout seul et d'aller au bout de soi-même, eh bien j'ai décidé de faire la Cap Martinique, qui est une course directe sans escale. La Cap Martinique nous a obligés à mettre un lien associatif avec nos navigations. Et moi j'ai adoré ce lien parce que je suis déjà très engagé dans l'associatif dans le milieu privé, donc avec le Rotary, avec des associations de formation pour les jeunes et autres. Et d'avoir besoin d'identifier une association sur nos bateaux, j'ai trouvé que c'était merveilleux et que c'était bénéfique pour tout le monde, y compris pour nous, y compris pour l'association qu'on porte. Et moi, j'avais choisi Alpha Sablé parce que je connais déjà très bien cette association pour l'aider avec le Rotary. Et cette association, elle avait besoin de reconnaissance et je me suis engagé auprès d'eux à leur donner des petits cours de formation sur ce que c'est que le bateau, ce que c'est que la navigation, ce que c'est que la mer, ce que c'est que le vent et autres. Alpha Sablé, c'est des cours d'alphabétisation pour des étrangers sur le territoire. Et donc du coup, les sortir de leur quotidien, les sortir de leur petite maison ou appartement, justement grâce au bateau, c'était quelque chose de bénéfique pour tous. Et même pour moi, de découvrir leurs questions et autres. Pour faire un type de course en solitaire, il faut une bonne préparation, parce que je l'avais déjà fait en double, et en double, je n'avais pas fait une préparation aussi poussée. Et j'avais vu des petits problèmes musculaires, ou alimentation ou autre, qui n'étaient pas bien cadrés. Et pour le faire en solitaire, j'ai mis tous les moyens de mon côté pour réussir. Donc j'ai fait du coaching sportif, donc avec 2 séances de coaching sportif et une séance loisir pour bien préparer le corps, les muscles et autres. Il faut être prêt tout le temps, quoi. Il n'y a pas d'attente, le temps de se dire on va se chauffer ou pas, il faut être prêt. Donc j'avais un coach sportif pour ça. J'ai fait une préparation nutrition. Nous marins, on mange 2 fois plus de calories qu'un humain sur Terre. Donc un homme sur Terre va manger 1700 calories quand nous on en mange 3000 calories jour. Donc il faut bien maîtriser toute la partie alimentation. Et donc j'ai fait des formations grâce à l'Orient Grand Large ou Orlabay qui sont sur la nutrition. Et puis j'ai fait des formations aussi sur le sommeil pour bien maîtriser son sommeil. Et puis de l'automéditation. Donc l'automéditation pour arriver dans le sommeil profond très vite
et récupérer très très vite parce qu'en solitaire, le sommeil, c'est un quart d'heure par un quart d'heure. On a une formation de sécurité et survie en mer, World Sailing, afin de bien connaître nos équipements de sécurité pour survivre plus de 24 heures. Et une formation médicale, se soigner, se recoudre. Ensuite, de la préparation météo avec Christian Dumas et le groupe Orlabay et l'Orient Grand Large aussi. Beaucoup de préparation météo de manière à bien analyser, comprendre la météo et pouvoir savoir contredire la météo parce que notre type de course à nous, on doit tout faire à bord. Il n'y a pas d'aide extérieure, donc on doit tout savoir maîtriser à bord. Donc comprendre la météo, c'est très 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 important. Et puis j'ai fait des formations navigation, performance avec le groupe Orlabay à la Trinité-sur-Mer, où là on va chercher les petits détails de performance, les petits détails de réglage, et grâce à des coachs sportifs qui sont là et qui nous observent, qui nous regardent et qui nous donnent des conseils pour qu'on puisse aller chercher les petits détails qui feront la différence. Voilà, le groupe sort du port. Voilà. Et on va aller s'entraîner à faire des empanages sous spi. Deuxième journée d'entraînement avec le groupe Orlabay. On sort du port de la Trinité. Aujourd'hui, on va être 18 bateaux. Dernier jour d'entraînement là pour le week-end. Aujourd'hui, c'est jour de pluie. Un petit front qui passe à 20 nœuds. Une traversée atlantique, ça se prépare. Donc ça se prépare à différents niveaux. La première, il faut qu'on ait le bon bateau. Donc choisir le bon bateau avec tous les équipements qui vont bien. Choisir les bonnes voiles qu'il va falloir utiliser et mettre à bord parce que les voiles qu'on peut utiliser proche de la côte et celles qu'on va utiliser sur la traversée atlantique ne sont pas forcément les mêmes. La préparation du bateau est une phase super importante. Il faut le fiabiliser, il faut le connaître par cœur parce que c'est pas au milieu de l'océan que je vais appeler quelqu'un pour venir me dépanner. Je répare mes poulies de grand voile. La famille, c'est un point important de la réussite aussi d'une traversée atlantique. La première, c'est pas qu'un travail personnel. Il faut que la famille participe et comprenne cette envie. Et chez nous, l'avantage, c'est que ma femme est partie prenante du projet depuis le début. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de ma communication et de tous les médias. Et comme ça veut dire qu'on est vraiment en famille. Et mes enfants sont fiers de ce que je fais à différents niveaux. Et ça m'apporte aussi beaucoup de fierté à moi-même de me dire que ma famille me suit et participe à mon projet. La semaine du départ, c'est une semaine qui est assez intense émotionnellement parce que on sait qu'on va bientôt partir, on veut que tout soit prêt et autres. Et on a à côté de nous la famille, les amis, les concurrents et l'organisation. Et tout ça crée une grosse émotion. Et on sait qu'à un moment donné, on va se dire au revoir sur un ponton et ça, c'est pas facile. Mais par contre, c'est une adrénaline énorme, quoi. Pour moi, j'ai adoré ce moment où mes amis, ma famille et mes sponsors, mes partenaires viennent et me lâchent, quoi. Donc, c'est un super moment et je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Surtout que là, quand on part pour plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas pour partir pour une journée ou autre, hein. On se reverra pas, on n'aura pas de contact, on n'aura rien pendant des semaines, donc c'est un moment super intéressant. Et puis dès qu'on a quitté ce ponton, il faut tout de suite se remettre dans notre compétition parce qu'une fois qu'on a passé la ligne, il faut y être, quoi, la ligne. Et là, marin qu'on est, la plupart d'entre nous, ce moment-là de déplacer notre bateau vers cette ligne là ou autre, nous décroche de l'émotion qu'on a eue pour pouvoir se dire ça y est, on y va, là, on est parti. C'est pour nous.
ça envoie. Hein. Ça oscille entre 12 et 15 nœuds de vitesse. Vent entre 28 et 36. La mer passe par-dessus le bateau. Mais Georges fait bien son boulot. Mais je le relais pour pas trop le fatiguer, j'en ai besoin. Et mon pilote automatique, je l'appelle Georges. Alors pourquoi Georges? C'est simple, c'est avec un bon copain Eric. On s'est imaginé le chauffeur d'une limousine. Voilà, et on s'est toujours dit, un chauffeur, souvent ça s'appelle Georges, Georges ceci, Georges cela. Et ben nous on a appelé nos pilotes automatiques Georges. C'est eux qui pilotent le bateau. Alors ils pilotent le bateau sous nos directives. Et en solitaire c'est obligatoire. Parce que pendant ce temps-là que je fais autre chose, de la navigation, de la météo, et ben je peux pas barrer. Sinon je serais en solitaire, hop, ici tout le temps. On est dans le Cap Finistère, ça avoine hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un vent établi à 35 nœuds, des rafales presque 40. Le bateau est bien, le skipper est bien, tout le monde va bien. Je suis calé dans mon pouf. Petit moment de repos avant de passer le rail des cargos. Bon, je viens de finir ma nuit au front comme on dit. Là, on est sorti de la DEP, monté jusqu'à 46 nœuds de vent. Une mer hachée, croisée, 4 mètres. C'est un peu trash. Et puis avec tout ça, fallait passer tout le rail des cargos. Bon, Georges a été exemplaire. C'est plus calme déjà. Il n'y a plus le Karcher qui vient sur les carreaux à tous les instants. La première cargo c'était super fluide. J'étais bien dans le match, j'étais dans le paquet de tête. Paquet de tête de ce qui m'intéressait d'être. Et on faisait toute la descente du golfe de Gascogne. Voilà, donc, et là, je me disais, c'est Bertrand, tu y es, quoi. C'est ton moment, quoi. Jusqu'à ce que je commence à arriver dans mes problèmes techniques et du coup faire mon escale. J'y allais pour me battre avec les copains et il a fallu que je décide de m'arrêter, donc du coup de prendre une pénalité d'arrêt et en même temps d'essayer de trouver une solution pour repartir. Quand je me suis réveillé, je me suis dit c'est mal barré pour repartir. Et là heureusement que j'ai des amis qui m'ont dit mais si tu peux, ça m'a remotivé tout de suite. Et dès que j'ai repris la mer, j'avais une motivation énorme et j'étais gonflé comme une banane comme on dit. J'ai envoyé les voiles que je pouvais pour dire faut y aller. Et là j'ai même pris des risques parce que j'ai passé ce qu'on appelle le DST au Finistère. Eux quand ils l'ont passé, ils ont descendu le niveau de voile pour le passer en douceur. Moi j'étais tellement en retard que je l'ai passé sous spi. J'ai dit faut y aller, il y a du temps à rattraper. Ça passe ou ça casse. De toute façon au point où on en est, il faut y aller. On est en plein milieu de l'océan Atlantique. Ça se passe pas trop mal, on a remonté la flotte, on a cravaché comme des ours. Et on est une bonne équipe là, 3 là sur le bateau. Georges au pilote, Poussin au voile et skipper, Poussin au réglage. Et bien aujourd'hui c'est Côte d'Harmonica au milieu de l'Atlantique. Voilà, on est encore à au moins 300 000 de Madère. Je suis encore à 150 000 de la queue de peloton. Le vent n'est pas du tout là, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Maintenant on est sous grand spi, le grand spi il fait un peu ce qu'il veut là. Avec tous les devants, il nous fait avancer à 1,7, 1,8. Donc c'est le moment de jouer de l'harmonica. Comme ça on va jouer faux et Eol va dire oh là, je lui envoie du vent. Là, on est dans le surf, hein, je vous le dis, ça swing.
Je me croyais skipper, en réalité je suis surfeur. Le fait d'être en retard, je suis plus dans le même système météo qu'eux. Donc du coup, ils ont des vents que je n'ai pas, j'ai des vents qu'ils n'ont pas. Donc être décalé d'eux fait que je me retrouve complètement dans un autre système. Donc je me bats contre moi-même, contre une météo différente de la leur. Voilà, bah regardez, on a des super fichiers météo hein, qui nous disent le bateau est là, le vent doit arriver par là, voilà, hein, on doit avoir 5 nœuds de vent. Et puis bah, si vous allez dehors, c'est complètement l'inverse. On est dans la pétole et le vent de la pétole vient par là. Et à chaque fois que je tombe dans une pétole, je me dis mais ils s'en vont encore quoi. Chaque fois je rattrape et ils repartent. Et donc mentalement c'est usant. Ensuite tu te dis allez j'en reprends une couche. Et puis j'ai jamais fait autant d'heures de pétole de ma vie quoi. J'ai fait presque 65 heures de pétole sur 26 jours de mer. Pour faire 5000 nautiques en 20 heures, c'est dérisoire. La pétole, on pourrait croire que c'est tiens, c'est le repos, c'est relax. Et en réalité non, c'est le moment le plus difficile à gérer. Parce que à ce moment-là, bah, vous voulez absolument avancer, il faut chercher le moindre petit vent et autres, et vous êtes dans la dérision de il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il faut chercher les solutions. Ça fait du bruit de partout, ça claque de partout, et vous subissez. Et là, on n'a pas le temps de dormir, justement, quand c'est la pétole. Et donc là, on va puiser au fond de ses ressources. C'est le moment le plus difficile. Voilà, derrière le bateau, une gerbe d'eau immense, des voiles qui savent même pas dans quel sens se mettre. Alors ce que vous voyez tourner, c'est des mouvements d'humains, parce qu'il n'y a pas de vent. Voilà à quoi ressemble un lever du jour, un jour de pétole. C'est 24 heures que c'est comme ça. Regardez cette traînée d'eau. J'ai tenté le SPI. On avance à 1,9 nœuds. Mais c'est mieux que rien. Allez, encore une nouvelle pétole. Et puis cette fois-ci, bah, c'est sous la flotte. Il y en a marre de la pétole. J'en veux plus de la pétole. Ah, je suis dépité là, j'en ai marre de cette pétole de merde. J'ai jamais fait autant d'heures de pétole dans ma vie quoi. Je suis à ma 6e pétole et à chaque fois c'est des pétoles qui durent. C'est usant. Je suis usé par la pétole. Je crois que si je faisais demi-tour, je rentrerais plus vite chez moi qu'aller en Martinique. J'avais plus envie de faire des bateaux quoi. Ça m'énerve. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Alors, vous avez le cœur accroché. Je vais vous montrer la vitesse fulgurante où avance le bateau. Donc, regardez bien. On avance, là, on est à fond de cale. Tout d'un coup, on croise quoi? Un petit sargasme. Et là, vous voyez à quelle vitesse. Hop, je ne bouge pas l'écran. Vous avez vu à quelle vitesse elle est passée à côté de nous? Voilà. Ça, c'est la pétole. Son déplacement là, où rien n'avance, rien ne bouge, hormis les nerfs. Le vent vient de rentrer. Voilà, on a 5,1 nœuds. J'ai changé de SPI. J'ai envoyé l'asymétrique. Oh, mais ça fait plaisir d'avoir du vent maintenant. Après 24 heures de pétole intense. Bien compliqué. Là maintenant on est parti, on a entre 8 et 10 nœuds de vent. On va partir vers le Grand Ouest à fond pour aller vers la Martinique. J'espère avoir un vent stable et constant qui me permet de rattraper un peu la flotte. A priori ils vont peut-être tamponner un peu, donc si je joue ma carte, j'ai peut-être encore des chances. Allez, l'objectif numéro 1, c'est toujours d'arriver là-bas, Poussin et Pousse One. Voilà, hein, donc le bateau et le skipper. Objectif numéro 2 maintenant, c'est d'arriver avant le 11 mai. Bah oui, parce que c'est mon anniversaire, ce serait dommage. Objectif numéro 3, doubler tout ce que je peux devant moi. Bah, on est quand même en course.
Voilà. Et puis objectif numéro 4, c'est de vous raconter une belle histoire et de vous faire vivre ce que je vis. Et par contre, tous les petites taches jaunes que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des sargasses. Donc c'est des petites algues jaunes là qui s'accrochent partout. C'est une cochonnerie. L'algue sargasse, c'est pas qu'une algue verte qu'on pourra avoir sur la plage, les plages de l'Atlantique ou autre. C'est une algue qui flotte et qui a plein de petits picots, un petit peu comme du hou, et qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et puis nous, la problématique que l'on a en mer, c'est que cette algue, eh bien, elle vient se bloquer dans les safrans, elle vient se bloquer dans la quille, et du coup nous faire ralentir. Parce qu'elle est tellement crochetée que du coup, ça nous fait un frein, un vrai frein. Et pour les enlever, on a 3 solutions. La première, soit on s'arrête et puis on plonge et on va les enlever, ce qui serait une absurdité, surtout si on est en solitaire, d'aller plonger en plein milieu de l'océan. La deuxième, c'est de faire un départ au tard. Donc départ au tard, c'est quand le bateau se couche et donc du coup l'algue pourrait partir. Mais ça veut dire que si je fais ça, le bateau va s'arrêter. Et donc du coup remettre en configuration puis prendre un risque de casser une voile. Et la troisième, eh bien, c'est ce qu'on appelle la corde à nœud. Eh bien, on va à l'avant, on jette une corde à nœud. La corde à nœud va se mettre de chaque côté de la quille et on tire cette corde d'un côté, on tire cette corde de l'autre, de manière que l'algue se cisaille et passe devant. Tu ne le sens pas comme un frein, mais en réalité tu le sens grâce à l'électronique. L'électronique va te dire que tu n'es plus dans la performance et tu cherches à faire des réglages et tu n'arrives pas à faire les réglages. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Donc du coup, dès que je voyais que ma polaire de vitesse descendait, hop, tout de suite il faut chercher à comprendre pourquoi. J'allais voir ma caméra sous-marine, hop, il y a des algues, il faut les enlever tout de suite. Alors je ne sais pas si vous allez voir correctement, et regardez l'autre truc qu'il faut éviter, c'est des plaques entières de sargasses. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont oranges là sur l'océan. Il y en a des masses. Vous tombez là-dessus avec votre bateau, et ça s'arrête net. Le bateau s'arrête carrément, parce que ça vous porte le bateau. Alors de jour, ça va, on les voit, mais de nuit. Plus on va aller traverser l'Atlantique, plus on va arriver vers des vents chauds, des eaux chaudes et autres. Et donc du coup, on a ce qu'on appelle les nuages. Les nuages vont avoir des élévations et différents niveaux. Et ça va créer ce qu'on appelle un grain. Un grain, c'est quoi? C'est un nuage qui est chargé. Il est chargé d'eau. Souvent, les vents qui sont à l'intérieur des grains sont deux fois la puissance de ce qu'on a réellement. Donc si par exemple j'ai 10 nœuds de vent, dans un grain je vais avoir du 20 nœuds ou 25 nœuds. Et puis du coup peut être très chargé en eau. Et on sait que quand il pleut, il n'y a plus de vent. Donc le grain va nous donner beaucoup de puissance pour avancer vite. Et tout d'un coup, plaf, plus rien et ça va devenir une pétole. Voilà un grain qui va nous arriver dessus. Vous voyez, là bien chargé. Voilà. Là il y a de l'air là-dessous. Voilà, donc on cherche à flirter avec le grain pour nous faire avancer vite et on cherche à ne pas prendre le grain pour éviter de rester dans la mouise. Eh bien écoutez, là je viens de passer une nuit, depuis 1h du matin j'étais avec des grains, négocier les grains et autres. Là je suis un peu cramé là. Donc là je vais aller dormir pour me reposer. Sur nos bateaux il y a 10 voiles. Une dizaine de voiles, il faut changer de voile en fonction de ce qu'on va avoir dans le grain, parce que si j'ai mis une voile d'avant type légère, et que je vais dans un grain, eh bien je peux défoncer ma voile parce qu'elle va éclater, ou alors je peux être en surpuissance du bateau et là ça va être un peu délicat à manœuvrer. Donc il faut anticiper le vent que je vais avoir dans le grain avec le changement de voile. Et certains marins gardent un rituel comme à la maison, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer des horaires précises, je veux manger à la même heure et ceci et cela, alors que moi en vérité je ne me suis pas fixé de rituel d'horaire, je vis le moment présent et autres. Si pour moi le moment de manger c'est à 4h du matin, et ben, je me suis vu faire un cassoulet à 4h du matin. 4h du matin j'ai mangé un cassoulet, puis j'ai mangé un thé avec un gâteau, ça peut être n'importe quand, voilà. Je vis le moment présent, je m'adapte à mon rythme et à mon bateau et pas du tout à vouloir dire je suis dans le créneau horaire, je peux manger, je peux pas manger, je peux dormir, pas dormir, pas du tout. Si tu n'es pas bien alimenté, tu ne seras pas dans le niveau de performance. On ne s'en aperçoit pas, mais en vérité si tu manges mal, si tu bois mal, ton corps humain ne sera pas dans le niveau de performance, il va être dans la fatigue, dans la douleur et donc du coup tu vas baisser en performance. Donc la nourriture fait partie de la performance du skipper. Ben là, vous voyez, je vais faire un petit encas.
je me fais un pamplemousse. Mais ouais, il a maintenant, je sais pas, 15 jours de mer déjà. On les avait emballés dans l'aluminium, hop, à l'ombre. Et là, je vais me faire un petit pamplemousse. C'est super bon. C'est un truc, ça me kiffe là comme ça. Cette petite acidité là et tout. Ah la vache, regarde-moi ça. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier en mer. Eh bien ce soir c'est repas gastro. Hein, donc le chef vous cuisine des œufs brouillés avec du rôti de porc. Naki braisé avec œufs brouillés. Un petit peu de beurre. Ensuite après ça sera du fromage. Et ça c'est un bœuf parfait. Et bien voilà, voilà mon repas. Et puis en plus je mange en terrasse. Bah oui. La terrasse c'est pour moi. Petit repas du soir. Vous voyez, le temps est beau. Moi ce soir c'est couscous au poulet. C'est très bon. Voilà. Préparé par Lyophilisé, hein, pas pour moi. Ce midi j'avais cuisiné par contre. Quand on est en mer, il y a plein de moments magiques. Mais j'ai tendance à dire il y a 15% de bonheur, pour tout le reste c'est du travail, quoi. Mais ces 15% de bonheur, il y a des choses magiques en mer, c'est les couchers de soleil, les levées de soleil, ça c'est des choses magiques. De pouvoir voir des oiseaux qui volent ou autre, c'est aussi très très beau. Et puis quand tu es en pleine mer, il n'y a aucune pollution visuelle. Aucune pollution visuelle par des phares, par autres, par la côte. Du coup, tu ne vis qu'avec le soleil, les nuages et autres, c'est super beau. Et ça donne des couleurs différentes tous les jours, tous les jours. Et puis, en navigation, il y a des moments de bateau, il va vite, il surfe, et la gerbe d'eau, elle passe par-dessus. Ça, c'est le moment magique, c'est aussi des moments kiffants. Et là, c'est de l'adrénaline fort. Quand on traverse l'Atlantique, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a tout ça, c'est merveilleux. Et puis il y a aussi tout ce qui est les animaux et autres. Et souvent on regarde plutôt les animaux marins, donc ce qui est sympa et tout, c'est les poissons volants. Et puis il y a les oiseaux, donc on voit les oiseaux qui font des grands vols planés, on se dit mais comment ils font? Il n'y a rien, ils se posent nulle part, ils n'ont rien. Et on est là, on est seul, on contemple ces choses-là. Et il y a un truc qui est fou, qui m'était jamais arrivé, c'est que de nuit, j'étais de nuit à la navigation, et puis à ce moment-là, je jouais un peu d'harmonica, puisque quand on est solitaire, ben, on peut jouer de l'harmonica si on joue faux, puisqu'on n'embête personne. Et il y a un oiseau qui est venu se poser sur ma bouée, et qui est resté là toute la nuit avec moi, jusqu'au petit matin, jusqu'au soleil se lève, et il est resté là, je jouais de l'harmonica, et il est resté là. Il y a au moins 20 minutes que j'ai un petit copain. Voilà. Il est là avec moi, il écoute, je joue de l'harmonica, il est là, il écoute, il est là. Sympatoche, non? Les enfants, à la question quelquefois vous me posiez, est-ce qu'on voit beaucoup de bouteilles plastiques sur la mer? J'aurais répondu non, mais regardez, qu'est-ce qui traîne là? Une bouteille plastique. Donc il y a bien de la saloperie. Eh bien c'est pas parce que mon coach n'est pas là que je ne dois pas travailler. Donc allez, c'est parti, squat. Écoutez, aujourd'hui c'est vraiment une chaleur de malade. Je ne tiens plus dehors, je crame, je ne tiens plus à l'intérieur tellement qu'il fait 35 à 40 degrés. Alors là j'ai installé une toile qu'on met dans le jardin d'habitude. J'avais pris ça. Et comme ça j'ai le plancher en dessous là. Alors c'est pas pour faire avancer plus vite, hein. C'est pas pour la performance, ne inquiétez pas, c'est même une contre-performance je pense. Mais par contre je vais peut-être pouvoir dormir un peu là dehors à l'ombre. Je vous présente le dernier lever du jour sur Poussin 1.
sur la Cap Martinique. Voilà, on est le 10. Je serai en approche cette nuit sur l'île et la course sera terminée au petit matin. Voilà, c'était le dernier de cette grande course après 26 jours et je sais pas combien d'heures. Le premier objectif était de finir dans les 15 premiers. Je l'ai raté en Espagne, donc on va dire 20 jours avant. Et après, mon deuxième motif, c'était d'arriver avant mon anniversaire, qui était le 11 mai. Et je me battais avec ça. Et mes fichiers météo, mes routages, mes analyses me disaient « t'arriveras pas le 11, t'arriveras le 12, t'arriveras le 12, t'arriveras le 12 ». Je disais « c'est pas possible, pas le 12, pas le 12 ». Et je me suis battu avec ça pour dire « non, je veux arriver le 11, je veux arriver le 11 ». Et j'ai trouvé un petit trou de vent à un moment donné qui m'a fait gagner, sur le routage et me dire « c'est bon, tu vas arriver le 11 ». Et pour moi, c'était super important d'arriver le 11. 1, c'était mon anniversaire. 2, j'avais mes partenaires IS qui étaient sur place et j'avais pas envie de les louper. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à voir l'île et à m'approcher aux abords de l'île de Martinique, je me suis dit, ça y est Bertrand, tu y seras le 11. Et ce moment-là, c'est un moment super important. Et je suis arrivé dans la nuit, vers 4 h du matin, pas très loin de la ligne d'arrivée. Et quand j'ai vu l'organisation et ma famille arriver en Zodiac autour de moi, ce moment-là fait chaud au cœur. Tu te dis, ah, ça y est, tout le monde est là pour moi. Et c'était un moment très intense et émotionnellement très très fort. Vivre sa passion et aller chercher le bout de soi-même. Voilà, ça serait mon résumé d'une transatlantique en course.